le jour où il sera prouvé dans les faits que les pays qui ont vacciné massivement se sortent de l'épidémie, tout le monde voudra son vaccin pour reprendre une vie normale. Là, nous venons d'apprendre depuis hier qu'une OPA sur notre groupe était en action. Pour l'instant, on n'a vraiment personne. On répond à aucune sollicitation de médias parce qu'on n'a pas de porte-parole habilité à s'exprimer sur le sujet pour la France. Mais vous avez un nouveau virus qui est arrivé. Or, on est déjà au 6e variant à Marseille depuis le début de l'épidémie en 8 mois. C'est-à-dire que ce virus est extrêmement mutable. C'est pas pour rien. S'ils investissent 2,8 milliards, il y a un moment, il va falloir que ça rentabilise à mort. Notre quatrième et dernier objectif, il est de construire une stratégie vaccinale qui réponde à 3 impératifs. La question, est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut affirmer que nous avons une thérapie qui a respecté et qui respecte les critères posés pour la définition de vaccin? La réponse est non. Le but de ce vaccin est de vous conférer, de vous apporter la possibilité à votre organisme de produire un message qu'il ne produisait pas puisque c'est une protéine de virus. Le vaccin, il protège la personne et il protège l'entourage. Donc à partir d'un certain degré de vaccination dans la population, on aura tous cette protection. Le vaccin, c'est une démarche médicale à la fois individuelle et collective. Pour toute personne qui veut se faire vacciner, regardez quel est le vaccin, comment il fonctionne. La planète Terre, touchée par un virus. Jamais, dans la société moderne qui est la nôtre, il n'aura été autant question de masques, de virus, de pandémies, de vaccins et aujourd'hui de passeport vaccinal. Depuis la fin de l'année 2020, il n'aura sans doute jamais été autant question de sécurité sanitaire. Toutes les parties du globe sont désormais en alerte. Lorsqu'au début de l'année 2020, les premières alertes ont été déclenchées par les autorités gouvernementales et sanitaires, des chiffres très inquiétants sont apparus, présentés comme quasi certains. La Covid-19 va faire un nombre considérable de victimes. Des centaines de milliers disent les plus optimistes, mais des pronostics plus alarmistes encore annoncent des millions. Au moins 500 000 rien qu'au Royaume-Uni, 400 000 en France. Fort heureusement, le virus n'a pas fait le nombre de victimes prophétisées. Au 29 janvier 2021, la France comptait 74 000 personnes décédées. Plus de 2 millions dans le monde sur 101 millions de cas positifs déclarés. Taux de contamination mondiale déclaré, un peu plus de 1%. Pourtant, il faut prévenir contre le virus. Un remède est devenu nécessaire. Pour tenter d'y voir plus clair, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui soutiennent et ceux qui contestent le vaccin. Enquête sur un vaccin polémique. Première étape de notre enquête qui démarre en novembre 2020, Marseille. À Marseille, nous avons rendez-vous avec le professeur Éric Chabrière, un des proches confrères du professeur Raoult. Il nous explique ce que sont les vaccins actuellement distribués, vaccins anti-Covid à ARN messager. Voilà, un vaccin, en fait, on va mettre des antigènes qui sont souvent des protéines qui vont exciter le système immunitaire et faire participer à la mise en place du système immunitaire, notamment avec des anticorps. Normalement, on prend un virus atténué ou des parties du virus qui vont justement immuniser le système. Là, on ne va pas utiliser des protéines, mais on va utiliser les ARN messagers qui sont capables de coder les protéines par les cellules de la personne. Donc c'est une technologie qui est vraiment révolutionnaire. Une technologie révolutionnaire, un vaccin nouveau qui n'est autre, selon certains, que de la thérapie génique, considérant tout simplement qu'il ne s'agit plus d'un vaccin traditionnel. Une chose est sûre, la technologie est révolutionnaire et donc nouvelle, ce que confirme Alexandra Henrion-Caude. Elle est généticienne, ancienne directrice de recherche à l'INSERM, membre du comité éthique de la région Île-de-France, mais cette femme est surtout spécialiste de l'ARN. Maintenant, votre question sur le génome, le but même
du vaccin à ARN et de modifier votre patrimoine génétique. Si on vous l'injecte, c'est parce qu'on souhaite que votre patrimoine génétique soit doté d'une nouvelle fonction. Ce qu'il se passe dans les faits, c'est que votre patrimoine génétique acquiert la possibilité de se mettre à produire une protéine qui n'est pas à lui d'habitude, qui est une protéine de virus. Mais là aussi, on n'a aucun recul là-dessus. Si c'était sur un petit effectif avec une maladie grave, je dirais que c'est très bien, mais déployer aussi largement une technologie dont on n'a aucun recul, et on sait bien, il faut rester modeste, enfin je sais pas, je suis scientifique, je peux vous garantir que les gens qui pensent tout contrôler, tout connaître à l'avance, c'est des menteurs ou des fous. La preuve, sinon on fait encore de la recherche, et si on connaissait tout, on n'aurait pas de découverte. Donc on ne connaît pas les effets secondaires là-dessus. Ça, c'est quand même important de le dire, ça veut dire qu'on est dans une phase tout à fait, complètement expérimentale. Et donc, il y a des tas d'interactions qu'on ne peut pas prévoir. Et donc, c'est à mon avis dans cette incapacité que nous avons à prévoir qu'il y a danger. Incertitude sur les effets secondaires, pas de recul scientifique, trop de précipitations, la polémique est lancée. C'est en effet d'ici, de Marseille, qu'elle va naître et déclencher une montagne de réactions non seulement en France, mais à travers la planète. Le professeur Raoult, ses confrères ou collaborateurs de l'IHU vont dès le départ contester le discours des autorités gouvernementales et sanitaires qui veut que la pandémie et donc l'urgence de la situation doit amener à une accélération des protocoles, à une accélération de la vaccination de la population. On sait maintenant que plusieurs types de vaccins sont distribués et administrés à la population. Celui des laboratoires AstraZeneca, Moderna et celui de Pfizer. Mais pourquoi donc l'IHU de Marseille a-t-il fait de la résistance dès le départ et pour quelles raisons conteste-t-il le discours des autorités? Tout simplement parce qu'il considère que d'autres solutions plus rapides et moins onéreuses que la fabrication d'un vaccin existaient et qu'elles n'ont jamais été proposées selon lui à la population. C'est précisément ce que pense le docteur Louis Fouché, anesthésiste réanimateur à Marseille. Si on fait vraiment le boulot d'aller regarder la littérature scientifique, ce que font certains, mais pas la majorité des médecins, et là vous vous rendez compte qu'en fait l'hydroxychloroquine fonctionne. Vous vous rendez compte que le Zithromax fonctionne. Vous vous rendez compte que le zinc, la vitamine C, la vitamine D sont des candidats potentiels à aider à des évolutions favorables de cette maladie. Vous vous rendez compte que le bleu de méthylène ou l'ivermectine sont aussi des stratégies envisageables qui ne coûtent rien. Ils sont parfaitement cost-effectives. Et donc vous avez moyen de diminuer les choses. Vous vous rendez compte aussi que les gens qui sont en forme, qui sont joyeux, qui sont heureux, qui sont en lien, en fait, sont moins malades que les autres. Les gens qui font du sport sont pas malades. Pourquoi on interdit aux gens de bouger ? Laissez-les bouger, les salles de sport sont fermées. La Fédération des médecins du sport a recommandé qu'il fallait faire du sport malgré le confinement, etc. Parce que ça évite l'évolution vers certaines formes graves. Ça permet au système immunitaire de se maintenir en bonne forme. Le problème, c'est qu'à la fin, les gens, à force de dire n'importe quoi, de promouvoir des nouvelles technologies, les gens se rendent compte que c'est nouveau. Et c'est normal d'avoir peur ou d'être inquiet face à quelque chose de nouveau. De forcer le vaccin, donc les gens se méfient, ils ont l'effet contraire. Nous, à l'IHU, on n'est pas pour ou contre le vaccin. D'ailleurs, cette question est idiote. C'est pour quel vaccin ou contre quel vaccin? Si à un moment donné vous prenez un risque, il est important de se faire vacciner quand le bénéfice-risque est plus important. La fièvre jaune, si vous n'allez pas en Afrique, c'est pas la peine de se faire vacciner dessus. Donc la question, c'est pas pour ou contre le vaccin, c'est contre quelle maladie, pourquoi, quels sont les risques, quels sont les effets secondaires, et on a besoin de faire les choix en connaissance. Nous quittons Marseille pour nous rendre 450 km plus à l'ouest dans les Pyrénées. Nous avons rendez-vous avec un homme, comme le professeur Raoult, mais pour d'autres raisons, très contesté. Il est professeur en cancérologie et en chirurgie digestive. Son nom, Henri Joyeux. Le professeur âgé de 75 ans qui nous reçoit passe pour un anti-vaccin. Il jure bien au contraire qu'il ne l'est pas. Il s'en explique. Je suis pour les vaccins, mais la rumeur publique venant de certains journalistes et de certains collègues m'ont fait passer stupidement pour un anti-vaccin. Je suis très favorable au vaccin, mais
à la différence d'une ministre qui a dit une énorme bêtise, les vaccins, ça se discute. Et qu'est-ce qui se discute? Évidemment, qu'est-ce qu'il y a dans un vaccin? Particules virales, virus atténué, parties d'ARN aujourd'hui dans les super nouveaux vaccins, et puis il y a des excipients, et puis il y a des adjuvants. Avant de se faire vacciner, pour ceux qui nous écoutent, je dirais, regardez la formule du vaccin. Le problème, si vous voulez, c'est que si vous partez du principe que la vaccination ne se discute pas, vous êtes un imbécile. Vous n'avez pas de concept scientifique. Tout se discute. Dans le domaine scientifique, la science ne fait que reculer les limites infinies du non-savoir. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de certitude. Non, les certitudes, elles peuvent exister. Par exemple, le taux du sucre dans le sang, si on me dit que vous avez 1 gramme de sang, ça c'est une certitude. Voyez ? Mais pour chaque individu, l'immunité est différente. Ça veut dire que la réaction immunitaire à nos défenses immunitaires varie entre vous et moi. Si vous êtes en état d'hypertension, d'obésité, de diabète, si vous avez été traité pour un cancer, pour un lymphome, tout cela varie d'une personne à l'autre. C'est pour cette raison que je dis d'une manière claire que le premier vaccin, c'est votre état immunitaire. Ce n'est pas l'avis du maire d'Antibes, Antibes, où nous avons rendez-vous. Pour Jean Leonetti, l'ancien maire cardiologue, il y a un principe auquel on ne peut pas déroger. Le vaccin ne doit pas être contesté. Si dès le départ, Jean Leonetti a soutenu l'initiative du gouvernement d'accélérer la campagne de vaccination en France, il reconnaît la gestion sanitaire désastreuse de l'État l'an passé. Non, je crois que c'est le bon timing, que ce soit dans le mois de décembre ou dans le début du mois de janvier. De toute façon, la population est importante, donc il faut bien commencer à un moment donné et étaler dans le temps, obligatoirement. Je suis assez partisan d'ailleurs du choix qu'a fait la Haute Autorité de Santé de créer des stades et des phases dans lesquelles on commence par les plus vulnérables et les plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie, et puis on va jusqu'à la population en entier. Donc plus tôt on commence, mieux ça vaut. Donc à partir des gens qui sont les plus sensibles au virus, c'est-à-dire quoi, les personnes de plus de 80 ans? Ben oui, c'est les personnes âgées. Il y a une corrélation assez étroite entre des comorbidités et les décès, mais surtout, et avant toute autre chose, l'âge et la comorbidité. Donc la première des personnes à vacciner, ce sont les personnes âgées, en particulier dans les EHPAD. Regardons quand même que sur les 50 000 morts français, on en a près de 15 000 qui sont décédés dans les EHPAD. Donc ces personnes particulièrement vulnérables doivent être vaccinées en premier, parce que c'est celles qui, effectivement, sont le plus susceptibles de développer les formes graves. C'est aussi l'avis de Christophe Barbier que nous avons rencontré à Paris. Mais le journaliste chroniqueur à BFM TV va plus loin encore. Pour lui, il s'agit d'une aventure collective et cette pandémie mérite que chaque Français prenne le risque de la vaccination. Je suis très favorable au vaccin pour plusieurs raisons. D'abord parce que le vaccin fait partie de l'histoire de France, quelque part, c'est fait partie de notre culture scientifique. Ensuite, se faire vacciner, c'est pas une démarche pour soi. Évidemment, on est content si ça nous évite d'avoir une forme grave de la maladie. Mais c'est surtout une démarche vis-à-vis des autres. Si ce vaccin a une chance, on verra si c'est prouvé, d'enrayer la contamination, il faut absolument se faire vacciner. Et puis, j'avoue que j'ai un certain goût de la culture du risque. C'est-à-dire non au principe de précaution, non surtout au risque zéro qui n'existe pas. C'est dangereux de prendre sa voiture et de faire 100 km, on peut avoir des accidents, c'est dangereux de vivre, et de la même manière, même si le risque zéro n'existe pas en matière de vaccination, nous devons tous courir ce petit risque, me faire vacciner avec le petit risque des effets secondaires pour participer à une aventure collective. Il y a des risques bien plus forts, le pompier qui attaque un incendie, le militaire, le policier, pour le bien collectif, pour la sécurité collective, ils prennent des risques individuels énormes et certains laissent leur vie. Si moi, en me faisant vacciner, je cours un tout petit risque, je suis fier de le courir. Christophe Barbier lance ici une réelle question. Le risque de la vaccination est-il minime, comme l'ont dit hommes politiques, médecins ou spécialistes sur les plateaux de télévision? Ce n'est pas aussi certain. En janvier dernier déjà, la Norvège brisait certaines certitudes en lançant un pavé dans la mare. L'agence norvégienne du médicament établissait un lien entre 13 décès constatés et les effets secondaires du vaccin. 13 décès le 16 janvier,
Quelques jours plus tard, il était question de 33 morts. Aujourd'hui, les cas semblent se multiplier si l'on en croit les témoignages de directeurs d'EHPAD au Royaume-Uni ou en Allemagne. Dans son analyse, l'agence norvégienne qui alertait sur les risques allait encore plus loin. Pour les personnes fragiles, même des effets secondaires relativement légers peuvent avoir des conséquences graves. Fait troublant, ne pouvant qu'ajouter à la confusion ambiante, au scepticisme des Français et ne pouvant qu'alimenter les théories les plus complotistes, quelques jours après l'information que donnait la Norvège et établissait le lien entre la mort de passion et l'injection du vaccin, le pays virait de bord. La Norvège démentait en effet ses premières déclarations, faites pourtant quelques heures auparavant seulement. Question: que croire ou qui croire? Comment un État, sur une question aussi grave et incertaine que celle-ci, peut-il faire un virage à 180 degrés en aussi peu de temps, sans recul? Difficile pour les Français dont on sait qu'ils sont réfractaires au vaccin, difficile de savoir le vrai du faux, lorsque des États se contredisent à 24 heures d'intervalle. Nous avons joint par Internet le docteur Laurent Alexandre. Alors la Norvège a depuis formellement démenti qu'il y avait un lien entre ces morts et les vaccins, mais quand vous vaccinez des gens très fragiles dans les maisons pour personnes âgées dépendantes, c'est-à-dire dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, vous aurez parmi les vaccinés beaucoup de morts. Il y a 450 personnes dans les EHPAD qui meurent chaque jour. C'est triste, mais c'est la vie. En EHPAD, on a en moyenne 1 an d'espérance de vie. 1 an d'espérance de vie. Donc oui, si on vaccine tous les gens dans les EHPAD, on va avoir tous les jours parmi les vaccinés 450 morts. Tous les jours. Mais ces gens seraient morts avec ou sans vaccin. Donc il faut se méfier des effets d'optique. Si on vaccine toute la France, on aura parmi les vaccinés 500 000 morts par an, 250 000 Alzheimer et 300 000 nouveaux cancéreux. Parce qu'il y a en France 1000 nouveaux cancéreux chaque jour. Donc oui, la généralisation du vaccin va s'accompagner du fait que certains vaccinés vont mourir. Parmi les vaccinés, il y en a qui vont être foudroyés, qui vont être piqués par des vipères, qui vont faire une sclérose en plaques, qui vont faire un infarctus, qui vont avoir un accident de voiture. Mais dans l'état actuel de nos connaissances, il n'y a aucun lien entre ces accidents, ces maladies et la vaccination. La vaccination est très très sûre. Parmi toutes les questions, la première que l'on est en droit de se poser est la suivante. Elle concerne les personnes âgées, justement. Si les septuagénaires ou les octogénaires sont les plus vulnérables, pourquoi donc s'être précipité à les vacciner? Et surtout, pourquoi vacciner une population sachant que leur durée de vie n'excède pas en moyenne 1 an, comme nous le dit le docteur Alexandre? Une question d'argent? Le rétropédalage brutal de l'Agence norvégienne de la santé au début de l'année pose un problème de confiance et donc de crédibilité. Le bon sens, la prudence, n'aurait-il pas été d'attendre plusieurs mois, au moins, avant de commencer à se prononcer quant au succès ou non du vaccin distribué? Si la confusion ou le doute reste permis lorsqu'il s'agit de lancer un vaccin nouveau, il est certaines personnes à n'avoir pas de doute pour ce qui est de le rendre pourtant obligatoire. C'est ce que pense en effet Olivier Babot, par exemple, qui nous reçoit dans son appartement parisien. Vous seriez personnellement pour une obligation de la vaccination du vaccin, de la vaccination?
C'est une question difficile. Alors personnellement, j'y suis favorable. Pourquoi ? Parce que c'est spécifiquement le type d'activité, enfin le type de choix, qui n'est pas un choix qui n'a un impact que sur vous-même, mais un choix qui a un impact à travers ce qu'on appelle une externalité, en l'occurrence très négative en économie. C'est-à-dire que si les gens ne se font plus vacciner pour certaines maladies, c'est la réapparition pour tout le monde de maladies qui jusque-là, qui récemment ont pu être supprimées grâce au vaccin. Alors peut-être qu'il ne faudrait pas en venir à l'obligation, mais peut-être que conditionner la possibilité de faire certaines choses au vaccin, c'est quasiment le cas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas mettre votre enfant à l'école si vous n'avez pas réalisé certains vaccins, parce que ça mettrait en danger l'ensemble des autres enfants. Il y a un moment où la liberté individuelle, je crois qu'on est obligé tous de le reconnaître, doit essayer de prendre en compte les conditions de vie en commun et de vie en société qui doivent forcément y fixer certaines limites. C'est une question très difficile. Est-ce qu'il faut donner des nouveaux droits aux gens qui sont protégés ? Par exemple, réouvrir les cinémas, les théâtres, les stations de sport d'hiver, les restaurants aux gens vaccinés ? Ou est-ce qu'il faut interdire tous les loisirs à tout le monde parce qu'on ne veut pas favoriser les gens qui ont eu la chance d'être déjà vaccinés ? C'est une question très difficile. Moi, j'ai été vacciné, mais je n'ai pas 75 ans parce que je suis médecin. Est-ce que du fait que je suis médecin et donc privilégié dans l'accès à la vaccination, je dois avoir une priorité pour rentrer dans un restaurant au mois d'avril ou au mois de mai ? Vous voyez bien que la question n'est pas simple du tout. D'un côté, on peut répondre oui, puisque je ne serai plus a priori contaminant et susceptible d'être contaminé. D'un autre côté, c'est un peu injuste que les médecins aient le droit d'aller au restaurant pendant que les gens du même âge qui ne sont pas médecins doivent encore attendre. Le docteur Louis Fouché estime que les voix qui s'élèvent en faveur d'une vaccination obligatoire s'avancent sur un terrain dangereux, celui de chercher, dit-il, à réécrire ce qu'il appelle le contrat social. On cherche à mettre avec ce vaccin un nouveau contrat social, c'est-à-dire l'idée que le lien entre nous serait conditionné ou contractualisé par le fait de souscrire à ce vaccin. Peut-être que c'est pas clair pour le grand public ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais on vous dit vous êtes vacciné, parce que sinon vous n'allez pas au cinéma, vous n'allez pas à l'école, vous n'allez pas prendre les transports en commun, vous n'allez pas avoir le droit de travailler à tel ou tel endroit, on est en train de réécrire le contrat social sur un motif sanitaire et vaccinal. C'est ce qui est Donc en c'est train pour de ça se produire, c'est ce qui est en train de se passer selon vous. C'est pas selon moi, en fait. Vous avez vu passer dans la presse un petit peu partout que différents parlementaires commencent à évoquer cette hypothèse. Vous avez des éditorialistes connus pour prédire l'avenir, comme Attali ou des gens comme ça, ou bien Barbier, Christophe Barbier, l'homme à l'écharpe rouge de BFM TV, des gens comme ça qui ont clairement expliqué en fait que les gens qui seraient contre le vaccin, ce vaccin-là, seraient des arriérés, moyenâgeux, obscurantistes, et que finalement, s'ils veulent pas qu'on le rende obligatoire, on le rendra obligatoire par une voie détournée. Une dérive en termes de liberté individuelle, un certain nombre de voix se lèvent pour mettre en garde en effet le gouvernement contre des dérives qui pourraient devenir, selon elle, totalitaires. Nous avons rendez-vous à Paris avec un avocat célèbre, maître Carlo Alberto Brusa. Ce dernier, qui nous reçoit à son cabinet, a récemment déposé plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, notamment. Il a fondé, avec d'autres personnes, l'association Réaction 19, elle compte plus de 40 000 adhérents. Les rapports que j'ai lus, ceux qui m'ont permis de travailler la plainte que j'ai déposée pour mise en danger de la vie d'autrui et mise en danger délibérée en ce qui concerne ce type de produit, me portent à penser. J'ai même des médecins qui ont dit même avant la mise sur le marché que ça sera le plus grand scandale sanitaire, plus grave que celui du sang contaminé. Mais c'est monstrueux
ce que l'Europe est en train de mettre en place pour affronter cette épidémie. C'est monstrueux sur les lois, sur les libertés, sur les textes qui sont adoptés, sans aucune possibilité de faire mesurer judiciairement ce qui se passe, avec un Conseil constitutionnel en déshérence, avec un Parlement qui ne fait plus aucune loi qui concerne les personnes, mais il fait des lois par contre de liberticides. C'est que c'est le Parlement qui vote la loi sécurité globale, qui vote la loi transmettant tous les pouvoirs en état d'urgence à l'exécutif, et l'exécutif qui décide de tout. Le fichage des personnes en matière de santé, le fichage de personnes en matière de sécurité. Vous avez aussi le texte qui modifie, qui réduit la capacité pour les médecins, c'est le décret qui a été pris par le gouvernement pour modifier la déontologie médicale. Qu'est-ce qu'on veut encore? Je suis très inquiet, parce que je suis très inquiet pour la démocratie. J'avais dit dans un documentaire que quand on laisse des libertés pour la sécurité et pour la santé, on ne les retrouvera plus. Toutes les fois que nous avons eu des textes qui ont été votés ou des décrets qui ont modifié en rétrécissant les libertés, en utilisant le terrorisme, etc., jamais. On a toujours dit peut-être c'est des lois de circonstance, peut-être c'est des lois provisoires. Non, ce n'est pas vrai. On les a maintenues et on les a aggravées. Dans cette enquête que nous réalisons pour tenter de démêler le vrai du faux, pour tenter de comprendre pourquoi les Français sont à ce point réfractaires au vaccin, plusieurs choses nous interpellent. La première, la difficulté très particulière que nous avons à entendre des voix favorables au vaccin. Nous avons joint pas moins de 17 personnes, parmi elles Michel Simès, les députés Julien Borozic, Yannick Jadot, Daniel Cohn-Bendit, mais aussi plusieurs infectiologues à Cochin, à l'Institut Pasteur notamment. Institut Pasteur qui, malgré nos appels téléphoniques répétés, notre demande par mail et notre venue sur place à Paris, ne répondra jamais à notre demande. Sur les 17 personnes contactées, seules 4 personnes ont accepté de nous répondre devant la caméra. Nous quittons Paris, direction Tours. Plus précisément, la commune de Mons, à 20 km au sud-ouest de Tours. Ce 15 décembre 2020, nous avons rendez-vous avec un syndicaliste. Son nom, Serge Aumont. Cet homme, accompagné ici d'une de ses collègues, est délégué force ouvrière et employé à Recipharm, une société suédoise spécialisée dans le conditionnement des vaccins. Recipharm a été choisi pour produire une partie des vaccins de Moderna contre la Covid-19. Jusque-là, rien à dire. Sauf que quelques jours après la commande de Moderna, les salariés apprenaient, comme par hasard, qu'une OPA était lancée sur leur société. Dès qu'on a obtenu ce contrat avec Moderna, on apprend une OPA derrière, on nous dit que c'est pas lié, rien ne... C'est pas du hasard pour Non, c'est pas du hasard. Donc on ne sait pas quel sera notre futur, tout peut changer, on le sait, souvent les OPA ça ne se passe pas sans qu'il y ait de la casse, donc on est inquiet, c'est encore une source d'inquiétude en plus. Nous sommes en ce moment dans des négociations sans fin qui visent sur toute l'année 2021 pour rassurer, je pense, notre nouveau client qui, je comprends, a besoin de garanties sur notre process. Mais bon, nous, en tant que défenseurs des salariés, nous sommes plutôt inquiets de cette industrialisation massive, forcée, parce que c'est ce qu'on nous présente, c'est un peu le client qui nous sauve. Donc on n'a pas trop le choix de dire non. Donc on essaye de trouver les meilleures conditions. On a beaucoup de projets, on est une société peut-être en devenir par nos projets, et du jour au lendemain, que ce soit des financiers, des fonds de pension suédois qui détiennent notre groupe, on est inquiet. Alors je ne sais pas quelle est leur philosophie. Franchement, j'ai rarement vu une OPA qui se passe sans qu'il y ait de la casse sociale à côté. Ouais. C'est pas pour rien. S'ils investissent 2,8 milliards, il y a un moment, il va falloir que ça rentabilise à mort. Une affaire de gros sous, certaines personnes n'hésitent pas à établir le lien. On sait aussi, et là personne ne le nie, cette histoire de vaccin
a révélé de nombreux conflits d'intérêts partout dans le monde avec des médecins, des spécialistes, mais aussi des ministres. Plus largement, comment expliquer cette opacité autour du vaccin, autour de sa composition, de sa fabrication? À de très nombreuses reprises, nous avons contacté la direction de Recipharm. Nous nous sommes rendus sur place afin de tenter de comprendre la logistique et les précautions dont s'entouraient les professionnels pour la fabrication de ce vaccin, de ces vaccins. Après 5 semaines de tentatives téléphoniques qui ne donneront aucun résultat, nous envoyons plusieurs demandes par mail. On finit par nous répondre ceci. En fait, nous n'avons jamais eu de retour. Qu'est-ce que FTI Consulting, la société qui devait nous rappeler? Il s'agit en fait d'une société américaine de conseil en entreprise dont le siège semble être à Washington. Plusieurs milliers de salariés, une entreprise cotée en bourse, plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Presque normal que nous n'ayons pas été rappelés. Et qu'en est-il de Pfizer maintenant? Le géant pharmaceutique américain fournissant l'un des 2 vaccins actuellement en circulation. Eh bien, même scénario. Durant plusieurs semaines, nous avons tenté d'avoir un contact. Extrait d'un échange téléphonique avec une responsable française de la communication de Pfizer à Paris. À quelques questions. On n'a toujours pas de porte-parole en fait habilité à s'exprimer pour la France. Donc malheureusement ça va être impossible pour le moment. En revanche, si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à nous les transmettre par mail, comme ça nous on pourra y répondre. Ah oui, donc ça veut dire que les réponses à mes questions ne peuvent se faire que par écrit? Exactement. Et vous avez personne sur place qui peut répondre? Pour l'instant, on n'a vraiment personne. On répond à aucune sollicitation de médias parce qu'on n'a pas de porte-parole habilité à s'exprimer sur le sujet pour la France. Ah. On veut bien répondre à nos questions par écrit. Pas de représentant officiel de la société qui, en France, distribue le vaccin sur un sujet aussi sensible, aussi délicat, aussi polémique que celui-ci. On peine à croire la réponse qui nous a été donnée. Depuis la fin décembre 2020, 3 vaccins sont donc distribués dans l'Hexagone, injectés à la population. L'État a signé des accords avec des laboratoires. Ces derniers se défaussent de leurs responsabilités en cas d'effets secondaires. Question: comment l'État, censé protéger la population, a-t-il accepté de telles conditions lorsque tant de doutes subsistent? Récemment, le gouvernement tentait de rassurer la population en affirmant que la vaccination ne serait plus obligatoire. Mais une idée arrive en force, celle du passeport vaccinal. Est-ce à dire que demain, un passeport sera rendu obligatoire pour se déplacer, faire des courses, vivre normalement tout simplement? À l'heure où nous bouclons cette enquête, alors que le pays marche entre confinement et restrictions de plus en plus sévères, un drame est en train de se produire. L'explosion du taux de dépression nerveuse chez les jeunes, chez les étudiants, interdits d'avoir une vie normale. Drame pour les étudiants, explosion des suicides chez les restaurateurs, les artisans, dans les campagnes. L'État n'est-il pas en train de sacrifier une vie économique tout entière, mais surtout une jeunesse dont certains spécialistes disent déjà qu'elle risque de ne pas se relever?